commencé à écrire très tard. J'avais 42 ans pour mon premier livre, qui était un livre adulte. Je ne suis pas écrivain au départ, j'ai fait complètement autre chose. Mon premier métier était joueur professionnel de tennis. Voilà. Ensuite, j'étais joueur professionnel jusqu'à 22 ans. Ensuite, à 22 ans, j'étais prof de tennis jusqu'à 28 ans. De 28 ans à 35 ans, j'ai été orthopédie. J'avais des orthopédies à Paris, plusieurs. Et à 35 ans, j'ai décidé d'arrêter tout, de tout arrêter parce que j'ai 5 enfants, et de devenir père au foyer. Et de reprendre un truc que j'avais fait à côté qui était les beaux-arts. Donc, je suis devenu peintre pendant 8-9 ans. Parce que j'ai fait les beaux-arts jusqu'en 2000 à peu près. Puis j'ai été très malade et j'ai été au lit. Et je lisais pas, je lis tout de suite, en dehors de l'équipe, je lisais rien jusqu'à 40 ans. Un journal complètement idiot, l'équipe, mais enfin, bon, je le lisais. Et donc, à 40 ans, j'ai commencé, j'ai été malade. Et je me trouve au lit, et un copain m'a offert un auteur que vous ne connaissez pas, qui s'appelle André Gide, à moi qu'il y en a qui le connaissent, je ne sais pas. Son journal, qui est un gros truc comme ça, avec du papier bille, vous savez, c'est papier très très fin. Et j'ai lu cet auteur-là, et à l'intérieur, il y a une description d'un pouf. Vous savez ce que c'est un pouf? Un pouf, c'est une espèce de tabouret sur lequel on met les pieds, d'accord? Et c'est vraiment un truc abominable, parce que vous décrire pendant une page et demie un pouf, c'est un truc à vous tuer, quoi. C'est horrible. Et je trouvais ça génial. Donc j'étais au lit et j'ai dit, je vais être André Gide. C'est beau. Beau, hein? Et donc je me suis mis à écrire comme ça au lit à la main, sur du papier, j'ai fait un petit texte de 40 pages, et comme je ne doute de rien, je l'ai envoyé à un éditeur qui s'appelle POL, Paul Tchaikovsky de Laurence, qui est un éditeur assez connu sur la place de Paris. Et extrêmement bizarrement, il m'a répondu au bout de 15 jours une lettre manuscrite en disant que ça l'intéressait, mais c'est évidemment trop court, il fallait que je fasse plus grand. Enfin, plus long. Bon, alors là, ça y est, je ne sais pas d'ailleurs comment il a pu faire, parce qu'il y avait un nombre de fautes d'orthographe terrifiant dans ce texte. Parce qu'évidemment, je n'écrivais pas avant. Et donc, j'ai refait le texte, et finalement, c'est pas lui qui l'a pris, c'est un autre éditeur dans la collection La Brune, qui est assez connue, qui est d'ailleurs une collection littéraire des éditions du Rouergue. Et donc, ce texte a été pris, c'était mon premier livre publié en 2002. Voilà, j'étais assez vieux, 40 et quelques années. Et alors là, j'ai dit, ça y est, j'ai réussi. Donc, j'ai fait d'autres livres adultes, et j'ai écrit, voilà, pourquoi j'ai écrit pour la jeunesse, pour les ados, parce que ma quatrième fille avait 9 ans. J'écrivais pour les adultes, et évidemment, dans les livres pour adultes, vous avez des dédicaces et tout, et puis elle me dit, papa, j'aimerais... Et puis, bon, nous n'avons pas la télé, hein. Je vous dis, on n'a pas la télé, on n'a pas de jeux vidéo chez nous, on récupère l'eau dans la toilette sèche, je vous expliquerai ça après. Donc, à 9 ans, je lui lisais encore à 9 ans des trucs au lit, et elle lisait beaucoup, et elle me dit, mais tu pourrais pas écrire quelque chose pour moi? Alors là, je lui dis, ouais, je peux. Alors, chaque jour, j'écrivais un paragraphe ou un chapitre d'un texte que je lui disais le soir, et il me donnait ses critiques, papa t'es nul, papa c'est bien, un truc habituel, quoi. Et à la fin du livre, elle dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pas toi. Elle dit, non, 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 moi je voudrais que tu le publies et qu'il y ait mon nom dessus. Elle s'appelle Élise. Que tu le dédicaces à Élise. Je dis, ouais, mais alors là, en littérature jeunesse, si je fais ça, ma mère, elle va mourir. Parce que dans ma famille, écrire pour les adultes, c'était le summum, et écrire pour la jeunesse, c'était tombé bien bas. Donc, c'est bizarre, on a une conception comme ma mère, une conception. Donc voilà, et ma femme étant enseignante, on ne connaissait qu'un éditeur qui s'appelait l'École des loisirs. Donc, avec la référence dans classique. l'enseignement primaire. Donc j'ai envoyé ça à l'école des loisirs et le livre a été pris, ça a commencé comme ça. Et je me suis rendu compte ensuite que l'écriture pour ados était plus intéressante que l'écriture pour adultes pour plusieurs raisons. Au niveau des thèmes, au niveau de ce qu'on peut aborder, au niveau des rencontres qu'on a, parce que les rencontres pour adultes, c'est chiant, c'est pas très intéressant. Avec là, on voyage beaucoup, on voit beaucoup de gens comme vous, c'est vachement intéressant. Donc après, c'est venu comme ça alors. Alors j'écris bizarrement. J'écris généralement 3-4 choses en même temps. Ouais, 3-4 choses. Ben oui, parce que c'est comme dans votre journée, vous faites plusieurs choses. Vous allez manger, vous allez à l'école, vous faites plusieurs matières. Moi, c'est pareil, j'ai plusieurs matières, donc j'écris plusieurs livres en même temps. Et j'écris de cette manière-là. J'écris un premier jet, sans ponctuation, sans majuscule, sans ça, parce que j'aime bien écrire très rapidement. Donc ce livre, il faisait au départ 350 pages, il n'était pas dédié aux enfants. Les mecs qui sont effrayés, à 350 pages, là vous faites peur, là c'est bon. Et donc ça a été réduit. Mais moi je suis plus pour le format court. Hein. Mais donc voilà, c'est écrit à la... Après je le laisse. Il me faut 8 jours. Entre 6 et 10 jours pour écrire un livre comme ça. 350 pages. Mais parce que je fais que ça. À ce moment-là, quand vraiment je fais ce qu'on appelle, entre parenthèses, la création, je fais 6-7 heures par jour. Je fais que ça. Voilà. Ensuite je laisse tomber, je passe à autre chose, je le reprends 15 jours, 3 semaines, 3 mois après, peu importe. Et là je le relis et je dis, mon Dieu, c'est mauvais.
Et je fais ce qu'on appelle, là, je commence à me structurer, c'est-à-dire je commence à mettre des majuscules, à faire des paragraphes. Par exemple, là, il n'y a pas de dialogue, il est intégré en texte, mais la première version, un dialogue. Et tout d'un coup, je préfère que ça me prenne au début de la deuxième lecture, parce que si j'apprends à la fin, il faut que je repasse encore une fois. Je me dis, tiens, dialogue, je barre les retours à la ligne ou les guillemets, et je l'intègre, etc. Donc voilà, il y a une deuxième lecture, c'est ça, c'est un peu le montage. Et alors là, je reprends, je laisse de côté, je reprends quelques semaines après, mais le travail le plus agréable, c'est le troisième. C'est là où on va travailler ce qu'on appelle le style, la syntaxe, le corps du sujet, les personnages. Donc voilà comment je travaille pour tous mes livres, sauf les essais et les pièces de théâtre. Je parle de faits réels. Je parle de faits réels, mais ce n'est pas un documentaire. Ces faits réels sont passés en Ukraine, à Tchernobyl. Vous avez peut-être entendu parler de Tchernobyl, il y a eu une explosion en 1986, mais en France, on n'a pas été touché, puisque le nuage radioactif n'est pas passé, il y avait tout qui soufflait sur le nuage. Donc, ça n'est pas arrivé chez nous, à part les 200 000 opérés de la thyroïde. Mais, donc, cette fin-là, elle te paraît triste? Pour vous, c'est une fin triste ou pas triste? D'après vous, ils sont sauvés ou pas sauvés? Non, hein? Non. Parce que c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Hein. C'est uniquement la réalité. Donc je ne voulais pas une fin. C'est vrai que c'est une fin plombante. Je ne voulais pas une fin. Mais tu remarqueras qu'on ne sait pas ce qui arrive en fait. Bon, l'hélicoptère s'en va, mais on ne sait pas ce qui arrive. Et si j'ai écrit cette fin, elle n'a pas été négociable pour moi. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous écrivez, bon, ça s'appelle une fin ouverte. Hein, dans l'édition, en technique, ça s'appelle une fin ouverte. Il arrive, pas chez Manier, que les éditeurs négocient. Ils prennent le livre, mais ils disent, bon, à la fin, il faudrait peut-être... Parce que souvent, dans mes livres, les fins sont un peu dures. Il faudrait peut-être la remanier. J'ai des livres où il y a des suicides à la fin, de grands-parents, etc. Donc il faudrait essayer de faire la chèvre et le chou. Mais là, je ne pouvais pas, parce que... D'ailleurs, je l'ai fait qu'une fois dans les 13 bouquins, je l'ai regretté. Non, moi, je voulais que ça soit une fin relativement véritable. Puis la vie, c'est pas du moins dans le nucléaire, c'est pas des petits oiseaux qui volent et des choses gentilles, tu sais. Donc voilà pourquoi la fin est difficile, mais bon, tu l'as comprise. Tu n'as pas compris la fin. Non, justement, c'est ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah, comment ça se finit, enfin... Ben, on se pose trop de questions. Ouais, mais c'est pour ça. Ben, alors là, moi, quand je lis un livre, ce que j'aime, c'est me poser des questions. J'aime bien y participer au livre, j'aime pas qu'on raconte tout. C'est pour ça que j'aime bien que les lecteurs y participent aussi. Mais c'est vrai que la fin, elle est ouverte. Et après, la fin, c'est ce que tu penses. Peut-être qu'ils vont se sauver, peut-être qu'ils ne vont pas se sauver. Peut-être que... Mais moi, à mon avis, tu veux la fin de l'auteur, c'est ça que tu veux savoir? Voilà. La fin de l'auteur. Ça veut dire reposer en paix. Ça, c'est la fin de l'auteur, mais bon, c'est plombant, c'est pas... Mais il y a de l'espoir aussi, parce qu'il suffit de dire non au nucléaire, à ce moment-là, ça n'arrivera pas. De la littérature, je mène des actions, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Sortir du nucléaire. Donc, depuis longtemps, je voulais mêler ça, mais sans faire un documentaire ou un essai. J'ai fait des étés sur l'écologie, mais je voulais faire un roman ado qui sensibilise un peu sur ce problème, qui ne soit pas un roman didactique, c'est-à-dire qui ne soit pas un roman qui vous dise, prosélytisme, qui vous dise le nucléaire c'est pas bien. Je voulais faire un vrai roman avec une histoire à l'intérieur qu'on pouvait lire à plusieurs niveaux, l'histoire en elle-même, pour tout le nucléaire, hein. L'histoire plaît pas, mais je voulais aussi parler du nucléaire et dire au nucléaire non merci. Donc voilà. La petite Siloé, elle a été blessée, elle souffre, et elle se trouve dans un contexte quand même un peu difficile. Avec moi. Donc elle est dans un contexte difficile. Elle a besoin, ou son subconscient a besoin d'un rat métaphorique. Métaphorique, c'est-à-dire d'un rat qui n'existe pas forcément, ou qui existe. Elle le voit peut-être, le rat, mais elle l'invente, parce qu'elle a besoin d'un doudou, si tu veux. D'un réconfort. D'un réconfort. Et ce rat, c'est son doudou. Avec sa canne, machin, bidule. Il existe peut-être, mais pour elle, c'est un doudou. Et tu verras que quand tu te blesses ou quand tu as des problèmes autres que des blessures physiques, des blessures morales, par exemple, tu as toujours besoin d'avoir avec toi quelque chose. Là, qui vient de sortir en janvier, ça s'appelle Délit de fuite. C'est un livre sur la... Ce qui m'intéressait, moi, c'est un livre, voilà, il y a un père et son fils qui roulent en voiture. Le père qui a fait la morale toute sa vie à son fils en disant il faut bien étudier, bien travailler, être poli, etc. Il va renverser une femme en roulant vite dans un village. Il ne va pas s'arrêter, il va se sauver. Quel rapport il va se faire entre le fils et le père avec la victime? C'est ça qui m'intéressait. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup. Donc, dans mes livres, il y a peu de petites fées, de chevaux galopants, de princesses.